Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous accueillir dans votre club international de 20 minutes samedi. Comme chaque semaine, vous allez retrouver une sélection de lumineux invités venus d'ailleurs qui vont éclairer l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, le cavalier seul en Europe du Premier ministre hongrois Viktor Orbán qui affiche son soutien à Vladimir Poutine et suspend les livraisons de gaz à l'Ukraine. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Le ministre hongrois des Affaires étrangères est lui accusé d'avoir transmis à Moscou des informations confidentielles sur des discussions au sein du Conseil européen. Alors l'Union européenne est-elle trop conciliante avec Viktor Orbán? Doit-elle sanctionner la Hongrie? On en débattra. Puis nous partirons de l'autre côté du globe avec notre invitée du samedi. Sarah Mohamed Gaillard publie une géopolitique de l'Océanie, un ouvrage qui change notre regard sur ce continent invisible et méconnu tant il est éloigné et éparpillé en des milliers d'îles. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'indispensable Natacha Trio, bien sûr. Salut Natacha. Salut Renaud. Alors, c'est quoi le programme ce soir? On connaît le phénomène de gentrification dans nos villes. D'un point de vue urbain, je vais vous parler de gentrification symbolique. Ouh là là, à tout à l'heure Natacha. Voilà donc le programme du Club international de 28 minutes samedi. Et ça commence tout de suite. Bonsoir Marion Lourd. Bonsoir. Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver. Moi aussi. Et Jean-Mathieu Perlin. Et oui, incroyable. Hein. Ça va Jean-Mathieu? Très bien, et vous-même? Si je m'attendais. Mais oui, je sais, c'est bizarre pour un samedi quand même. Bienvenue à tous les deux les amis, et voici nos invités de ce soir. Bonsoir Mariana Perebenesiuk. Bonsoir. Ravi de vous accueillir Mariana, vous êtes journaliste franco-ukrainienne, je le rappelle, et vous collaborez notamment avec l'hebdomadaire ukrainien Tijden. C'est ça. À vos côtés, Daniel Borillo. Bonsoir Daniel, bienvenue. Juriste, professeur à l'Université Paris-Nanterre, vous êtes aussi avocat inscrit au barreau de Buenos Aires et vous avez co-dirigé le livre L'interdiction des thérapies de conversion sexuelle aux éditions Brûlant. Bienvenue à vous et à vos côtés, Ziad Limam, bien sûr. Salut Ziad, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine. Faut-il le rappeler? En tout cas, c'est fait. Bienvenue à tous les trois et au pupitre, c'est notre ami Patrick Chapat. Salut Patrick. Bonsoir. Tout va bien? Ça va bien, merci. Bienvenue Patrick, dessinateur de presse bien sûr, président de la fondation Freedom Cartoonist. Vous dessinez entre autres pour Le Temps de Genève, Le Canard enchaîné, La Tribune Dimanche. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Censure en Amérique, paru aux éditions des Arènes. Marion, tout de suite, la première actualité de la semaine, c'est la guerre au Moyen-Orient qui continue. Et les États-Unis qui semblent bien en peine de faire chuter l'Iran. Oui, ça fait bientôt 4 semaines que les États-Unis et Israël sont donc en guerre contre l'Iran et plusieurs fois déjà que le président Trump assure que la guerre est gagnée et ou proche de sa fin. Et pourtant, l'Iran continue de bombarder notamment Israël, de bloquer le détroit d'Ormuz où transite une partie du pétrole mondial. Le guide suprême tué a immédiatement été remplacé. La première armée au monde, celle des États-Unis, et la plus habile, celle d'Israël, face à un Iran beaucoup moins bien doté, mais en mesure de résister. C'est le principe de la guerre asymétrique. Explication Fouad Kouri-Elou, ancien directeur de L'Orient le Jour. L'Iran utilise la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, c'est simple. S'il me reste un missile, s'il me reste un fusil, je me considère victorieux, parce que vous n'avez pas pu m'achever. Et à partir de là, je continue à négocier indéfiniment. Ziad Limam, est-ce que les États-Unis ont sous-estimé finalement la capacité de résistance de l'Iran ? Ils ont sous-estimé la capacité de résistance de l'Iran. On l'a tous un petit peu sous-estimé, je pense. On n'a pas vu à quel point ce pays s'était préparé à cette situation du pire pour lui. C'est-à-dire l'attaque frontale est longue et construite avec les États-Unis et Israël. Le scénario quand même d'un régime qui est décapité le premier jour, avec son chef spirituel et politique éliminé et tout l'entourage. Donc tout ça, on n'a pas vu à quel point le pays était structuré pour absorber ce choc. On n'a pas vu à quel point leurs réserves... Vous vous rappelez de tout le débat sur ils auront bientôt plus de missiles, ils auront pas. Bon, finalement, ils en ont tous les jours et ils continuent à en envoyer tous les jours. Bon, ça baisse, ça monte. On avait sous-estimé leur capacité à avoir des drones Shahed que eux-mêmes produisent, qu'on connaît bien en Ukraine parce qu'ils viennent de là. Donc, on l'avait sous-estimé. Et je pense aussi que le calcul américain et le calcul israélien, c'est que la société se fissurerait
et qu'elle monterait à l'assaut en fait du régime et voilà. Et Les États-Unis, il y a plein d'ailleurs. voilà, on serait dans le meilleur des mondes. Après la avec- répression sanglante qui est Alors augmentée, peut-être que- là aussi, on ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais c'est clair qu'une population qui est bombardée, qui est en guerre, a du mal en même temps à mener un combat révolutionnaire. Mathieu. Alors, Mariana Perbenici, justement, quand on parle de drones, bon, l'Ukraine connaît très bien cette affaire de guerre asymétrique. Maintenant, c'est même l'Ukraine qui conseille finalement aussi les États-Unis et les pays occidentaux pour lutter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine a véritablement un temps d'avance sur cette question? Il se peut même que l'Ukraine finira par rouvrir le détroit d'Ormuz, parce que je vous rappelle que, à présent, à l'heure où nous parlons, l'Ukraine est le seul pays qui a réussi d'ouvrir le couloir maritime du port d'Odessa, parce que ça ne s'est pas fait suite aux négociations, mais suite à la volonté ukrainienne et à un certain nombre d'actions, parce que c'est très complexe. Et l'Ukraine est le seul pays à avoir cette expérience d'assurer la navigation dans des conditions hostiles. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on a fini par penser en Occident, en normalisant quelque part une forme de guerre, la guerre, c'est toujours l'invention, c'est toujours l'adaptabilité. Daniel Borillo, si on dézoome, ces affaires de guerre asymétrique, ce sont en général des grandes puissances qui sous-estiment l'adversaire qu'elles ont en face? Qui sous-estime l'adversaire. Déjà, l'histoire le prouve. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'en 2006, il y avait déjà un manuel qui a été produit par l'armée américaine sur la guerre dissymétrique, parce que là, c'était pas asymétrique, mais c'était considéré aussi la guerre des guérillas et la guerre, en fait, qui était low cost. Donc, soit Trump n'a pas demandé un exemplaire de l'ouvrage, soit il n'est pas informé par ses conseillers. Mais justement, vous évoquez la guérilla. C'est vrai qu'en règle générale, la guerre asymétrique, c'est un concept qu'on utilise dans le cas d'une guérilla qui se fond dans la population, dans la société. Est-ce que la faille quand même du régime iranien, c'est que là, c'est un État centralisé, donc qui est quand même susceptible, à un moment ou à un autre, peut-être, de s'effondrer plus rapidement qu'une guérilla qui reste disséminée dans la population pendant des années, Ziad Imam? C'est un État centralisé que ses adversaires aimeraient décentraliser. Ce que je vous disais dans ma première réponse, c'est qu'on est un peu surpris de la résistance de l'appareil. C'est-à-dire l'appareil, il est répressif, il est dictatorial, mais il résiste, il ne s'effondre pas. Et donc, ça fait que ce conflit asymétrique, c'est pas des miliciens qui s'attaquent à l'armée américaine, c'est un appareil d'État qui continue à pouvoir qui justement envoyer est assez des vertical, donc qui peut peut-être s'effondrer. Oui, mais on a essayé, puisque tous les jours on essaye. On a tué le chef, le sous-chef, le sous-chef, le sous-chef, et la machine continue à fonctionner. Le plus impressionnant... Ça veut dire qu'il est invincible pour vous? J'ai pas dit que c'était invincible, j'ai dit qu'on ne peut pas mener la guerre en pensant qu'elle va se faire en 3 jours sans avoir à peu près compris la verticalité du système. Et puis le système est ingénieux. C'est-à-dire qu'il est capable de s'attaquer à des cibles qui sont à ses côtés, détroit d'Ormuz, les Émirats, le Qatar, etc., qui créent une crise mondiale, comme il est capable de maintenir la pression sur Israël tous les jours, qui crée aussi une crise. Donc, pour un système mourant, c'est assez impressionnant. Daniel Borillo, cette guerre asymétrique avec un État et non pas sous forme de guérilla, ce n'est pas voué à l'échec? L'histoire montre que non, effectivement, puisqu'il y a eu déjà depuis la décadence de l'Empire romain, et les barbares, et en fait déjà même de manière un peu plus mythique, l'histoire de David et Goliath. Et ce qui est intéressant par rapport à cette question, c'est que les gardiens de la République se préparent depuis 20 ans. Les gardiens de la Révolution. Oui, gardiens de la Révolution, qui se préparent depuis 20 ans, juste depuis la mort de Saddam Hussein. Et vous voyez comment, depuis ces moments-là, il y a eu donc toute une théorie qui s'est mise en place, à la fois sur la verticalité du pouvoir et à la fois aussi sur le fait que l'on peut, par rapport à 31 unités qui sont dispersées de partout sur le territoire, agir même si les têtes sont coupées. Un dessin de Patrick Chapat. Je vous rappelle que pendant ce temps, Donald Trump nous prépare quand même un plan de paix, n'est-ce pas? Donc ça veut dire encore une guerre à laquelle il va mettre fin, et toujours pas de Nobel. Merci Patrick. Marion, vous allez maintenant nous emmener chez l'un de nos chers voisins européens. Ce soir, on part en Allemagne. Le pays est secoué par un véritable scandale sexuel numérique. Oui, la victime, c'est l'un des visages les plus connus outre-Rhin, Colline Fernandez, 44 ans, animatrice de télévision et ex-mannequin. Elle découvre, il y a 5 ans sur Internet, des vidéos pornographiques dont elle est la principale protagoniste et qui cumulent des centaines de milliers de vues. C'est un choc et d'autant plus violent que ces vidéos sont des deepfakes, autrement dit
des faux, fabriqués par intelligence artificielle. Les scènes en question n'ont jamais eu lieu. Et au fil des années, les photos, les vidéos se multiplient, très explicites, voire humiliantes, diffusées sur des sites porno, même envoyées à des personnalités du monde des médias. Des faux profils sont créés au nom de Colin Fernandez et proposent par exemple du sexe par téléphone à ces mêmes personnalités. Elle s'épuise, elle décide de prendre publiquement la parole, finit par porter plainte contre X fin 2024, et c'est là que tout bascule. Par peur d'être identifié, raconte l'animatrice, l'un des auteurs se dénonce lui-même le jour de Noël 2024, et ça n'a rien d'un cadeau, car il s'agit du mari de l'animatrice lui-même, Christian Ulmen, le réalisateur, également père de sa fille. Le couple se sépare moins d'un an plus tard. Elle décide de porter plainte contre son ex-époux pour agression, usurpation d'identité et diffamation. Une première plainte est classée sans suite en Allemagne. Colin Fernandez se tourne alors vers les Baléares, vers l'Espagne, puisque le couple résidait là-bas avant sa séparation. C'est une enquête préliminaire qui est ouverte. Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, in Spanien zu klagen, weil in Spanien die Rechte von Frauen deutlich besser sind als in Deutschland. Ich glaube, es ist total wichtig zu zeigen, dass es sich hier um ein strukturelles Problem handelt, dass es eben kein Einzelfall ist. Und ich glaube, in diesem Fall ist das Private politisch. Et effectivement, l'affaire déclenche un tourbillon médiatique. Il y a 10 jours, le Spiegel, par exemple, y consacre sa une, avec en titre un extrait d'un message envoyé par Colin Fernandez à son ex-mari. « Tu m'as violée virtuellement ». Le dimanche suivant, c'est-à-dire dimanche dernier, des milliers de personnes défilent à Berlin pour dénoncer les violences faites aux femmes, avec des slogans comme « c'est de la violence, pas de la technologie ». Et puis 250 femmes du monde culturel et politique publient une tribune pour réclamer des mesures d'urgence. L'émotion est telle que le gouvernement doit se saisir du sujet par la voix de la ministre de la Justice, Stéphanie Houbic. Also wir sehen, dass digitale Phänomene immer stärker um sich greifen und hauptbetroffen sind vor allen Dingen die Frauen. Das können wir nicht weiter akzeptieren und deshalb werde ich jetzt einen Gesetzentwurf in der nächsten Woche vorlegen, der gerade pornografische Deepfakes künftig unter Strafe stellt, und zwar schon das Herstellen und das Verbreiten. Une nouvelle loi en marche donc pour pallier les failles légales en matière numérique en Allemagne. Et on progresse aussi au niveau européen. Jeudi dernier, le Parlement a approuvé l'interdiction au sein de l'Union des services d'IA qui permettent de dénuder les personnes virtuellement. Par exemple, Grok, l'IA d'Elon Musk, le propriétaire de X, reste à s'entendre avec le Conseil européen pour que cette interdiction rentre en vigueur. Mariana Pere-Benessiuk, est-ce que c'est une loi de ce type qui peut vraiment changer les choses ? Alors, pour moi, en fait, ce qui me frappe, c'est que cette affaire extraordinaire est extrêmement banale. Parce que, et c'est dommage qu'on s'éjette un peu sur cet aspect technologique. Or, l'animatrice avait déposé une plainte des 40 pages dans lesquelles on trouve comme des centaines de milliers de femmes en France, où on trouve des violences psychologiques, où on trouve des violences physiques, des brimades, des conflits incessants. Vous mettez ça sur le même plan, en fait. Mais parce que, en réalité, et c'est ça le problème, c'est ça en réalité où on comprend mieux en Espagne et où on a beaucoup de mal en France et visiblement en Allemagne, c'est que les violences conjugales, ce n'est pas un fait. Ce n'est pas une claque, ce n'est pas un nez brisé. C'est un système qui vise à contrôler et à détruire le partenaire au fur et à mesure. Et en fait, ce deepfake, c'est absolument horrible, mais ça servait à ça. Ça servait à l'épuiser moralement, alors que parallèlement, elle subissait d'autres violences à la maison. Daniel Borillo, je rappelle que vous êtes juriste. Alors, d'un point de vue purement juridique, si on s'en tient à cette dimension-là, comment fait-on, avec le droit, pour punir un délit, un crime virtuel ? On l'a réglé dans différents pays parce qu'il faut créer effectivement une infraction spécifique en matière pénale. Il faut que ce soit défini, pas de manière générale, de manière spécifique, l'infraction. Et en France, c'est fait par une loi de 2024. Et les deepfakes, en général, sont punis par l'article 226.8 du Code pénal, et avec un an de prison et 15 000 € d'amende. Et donc, c'est des deepfakes générales, c'est-à-dire la manière dans laquelle on peut modifier la voix de quelqu'un pour faire une escroquerie, ou de passer une image sans le consentement de la personne, en faisant croire que c'est la personne en question. Mais en particulier, il y a eu, donc, également en France, mais dans d'autres pays, une circonstance aggravante de deepfakes sexuels, par le même article 226.8 alinéa 1,
qui va aggraver la peine du simple au double, c'est-à-dire c'est 2 ans de prison en France et 60 000 € d'amende, puisque donc il y a à la fois atteinte à la vie privée, atteinte à l'image, atteinte à l'honneur, mais c'est une infraction spécifique. Un dessin de Patrick Chapat, le coupable et ses complices? Oui, alors le coupable, on ne le connaît pas très bien, hein, Christian Ullmann. Mais par contre, en effet, donc l'abuseur supposé, par contre, ses complices, on les connaît bien, n'est-ce pas? Zuckerberg, Elon Musk et Sam Altman. Merci Patrick. Passons maintenant au service du personnel où nous attend notre ami Olivier Boucreux. Ce soir, notre DRH sévère mais juste célèbre 50 ans après le coup d'État en Argentine les mérites d'Estela de Carlotto, l'infatigable présidente des grands-mères de la place de Mai. Nous sommes tous des employés, certains classent des dossiers, elles classent les disparus pour retrouver les vivants. Inexorablemente la verdad sobre los crímenes de la dictadura sigue saliendo a la luz. C'est qui Estela de Carlotto, 95 ans, militante argentine et présidente des grands-mères de la place de Mai. Depuis près de 50 ans, ces femmes recherchent les enfants et petits-enfants volés par la dictature pour leur rendre leur identité. Flashback Buenos Aires, années 70. Estela est institutrice, mariée, 4 enfants, une vie ordinaire. 26 mars 1976, le coup d'État du général Videla change la donne. La junte militaire impose sa mécanique, enlèvement nocturne, torture, près de 30 000 disparus. Parmi eux, sa fille Laura, étudiante engagée, femme enceinte, kidnappée à la couche en captivité avant d'être exécutée. Le régime tue et recycle. Les enfants des opposants deviennent ceux du pouvoir. Faux papiers, fausse vie, vraie amnésie. Estela devient résistante, elle rejoint toutes ces femmes que la dictature traite de folles. Ces folles, ce sont les mères ou les compagnes de disparus qui depuis 6 mois ont pris l'habitude de se rassembler chaque jeudi devant le palais présidentiel. Foulard blanc sur la tête, elle tourne en rond sur la place, geste simple, défi immense, remonter le temps. Estela et les siennes mettent au point une méthode avec des chercheurs pour tenter de retrouver leurs petits-enfants à partir de l'ADN des grands-parents. Une première mondiale, une banque nationale de données génétiques est créée. Un combat collectif mais aussi intime. 2014, un homme doute, fait un test. Il s'appelle Ignacio, il est pianiste. Il est en fait Guido Montoyo Carlotto. Après 36 ans de recherche, Estela retrouve son petit-fils. 50 ans après le coup d'État, la bataille continue sur le terrain de la mémoire. Le président Javier Milei conteste le nombre de disparus et réduit les moyens consacrés à la justice. Pour justifier la dictature, il préfère parler de guerre. Derrière les mots, un enjeu, relativiser les crimes de l'État. Seguiremos siendo perseverantes en nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Et finalement, pourquoi elle? Parce que quand la mémoire vacille, il faut des femmes pour la maintenir debout. Sans mémoire, pas de vérité. Sans vérité, pas de démocratie. Daniel Borillo, vous avez vous-même d'ailleurs assisté en 1985 au procès des dirigeants des chefs de la junte militaire argentine. Est-ce que cette mémoire de la dictature militaire argentine, elle est menacée aujourd'hui plus particulièrement par Javier Milei au pouvoir? Je ne crois pas que ce soit menacé parce qu'il y a un consensus social qui est très très profond et qui est très fort. L'Argentine est le premier pays en Amérique latine et je crois le seul à avoir vraiment fait un procès, avoir mis en prison Videla, qui était donc le tortionnaire du coup d'État de 1976, est mort en prison. Et donc ils sont tous en prison, malgré donc 2 lois, une loi d'amnistie, une loi de grâce qui était faite par Alfonsine donc en 87 et puis en 90 par Menem. Et malgré donc les amnisties, malgré les lois de grâce, malgré la loi sur le point final et l'obéissance due, la Cour suprême de justice de l'Argentine avait considéré donc que ces lois étaient anticonstitutionnelles. Et puis il y a eu donc une nouvelle loi qui a permis en 2006 de répartir donc, et réjuger en tout 1200 personnes. Donc en fait, je pense qu'il y a avec Milei une rhétorique qui est une rhétorique, je ne dirais pas négationniste, mais plutôt révisionniste, surtout de la part de la vice-présidente de Victoria Villarruel, qui remet en place la théorie de 2 demandes. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre au même niveau la répression d'État, la dictature et la guérilla. S'il n'y avait pas ces dames, et s'il n'y avait pas eu ce mouvement, on se serait éloigné finalement de la tragédie argentine et on aurait oublié quand même qu'on balançait des gens des avions, qu'il y avait des centres de torture, que toute une génération a été impactée. Donc c'est très difficile. Et c'est la durée de ce mouvement des femmes de la place de Mai. Et de continuer après la démocratie, après le retour de la démocratie, et de continuer à mener ce débat au moment où effectivement des pouvoirs très conservateurs peuvent dire que les guérillas c'était la même chose, ce qui est faux. Mais c'est pas qu'une affaire argentine, c'est ce besoin de réconcilier la mémoire
il est un peu partout. Ça inonde un peu partout. Oui. Ça inonde partout. Même regardez, excusez-moi, on peut parler 2 secondes de la France, mais la question française coloniale avec l'Algérie, avec le Cameroun, un pays qui est peu connu, où il y a eu une véritable guerre coloniale, tout ça, ça a besoin de sortir. Et ces gens courageux qui mènent ce combat, quand même, c'est assez impressionnant. Un dessin de Patrick Chapat. Alors, Javier Milei se livre à qu'est-ce que vous avez dit, du révisionnisme. Hein. Au lieu des 30 000 disparus, il a compté 8 560 disparus, quelque chose comme ça. Donc, si j'ai fait le même calcul, la minute de silence devient 18 secondes exactement. Merci Patrick. Marion, l'autre dossier de la semaine, eh bien, ce sont les Européens qui se retrouvent aux prises avec un allié de Poutine qui est niché au cœur même de l'Union européenne. Ouais, le ministre hongrois des Affaires étrangères a reconnu un mardi qu'il contactait régulièrement son homologue russe Sergueï Lavrov lors des réunions européennes confidentielles pour lui dévoiler le contenu de ces rendez-vous. C'est de la haute trahison d'après le chef de l'opposition hongroise Péter Magyar. Alors la Hongrie du Premier ministre Orban est très proche du pouvoir russe, si proche qu'elle bloque aussi par exemple le prêt de 90 milliards d'euros qui a été promis à l'Ukraine par les 27. Et puis la dernière provocation en date, c'est le chef du gouvernement hongrois qui a même annoncé mercredi qu'il ne livrerait plus de gaz à Kiev tant que l'Ukraine bloquerait le passage du pétrole dans l'oléoduc qui traverse le pays depuis la Russie. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Alors, pour rouvrir le robinet de gaz, Viktor Orban réclame donc que l'Ukraine laisse passer ce pétrole russe. Tout ça sur fond de campagne électorale, puisqu'il y a des élections législatives le 12 avril. Mariana Perez-Benessiuk, quelles peuvent être les conséquences en fait, pour les Ukrainiens ? Pour l'instant, les conséquences sont mauvaises. Déjà, premièrement, il y a ce prêt qui est pour l'instant bloqué. Le choix qui a été fait par l'Europe, c'est d'attendre le changement de pouvoir qui, normalement, devrait arriver si on s'y fie au sondage, mais ce qui n'est pas gagné. Le mois prochain ? Voilà. Le 12 avril, législative hongroise. Exactement. Mais j'ai envie de dire que ça dépasse cette seule question. Et le problème, ce n'est pas tellement que Viktor Orban, qui par ailleurs, il faut le rappeler, Viktor Orban, il y a 20 ans, c'était un réformateur démocrate et qui par ailleurs entretenait d'excellentes relations avec l'Ukraine, surtout à l'époque de la Révolution orange. Donc là, il y avait vraiment comme une sorte de partenariat qui se dessinait, contrairement à ce qui a eu lieu dans les années 90. En fait, il s'est positionné autrement. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe avec la Hongrie elle-même et pourquoi l'Union européenne a remarqué ces changements dans la Hongrie que les dernières années? Ziad, que peut faire l'Europe avec Viktor Orban ? Est-ce qu'elle est trop conciliante, trop laxiste ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'elle peut le sanctionner, suspendre la Hongrie, bloquer un certain nombre d'aides ? On a bloqué déjà les, je crois, 15 ou 16 milliards d'euros qui sont prévus dans le programme. Ça ne fait pas changer Viktor Orban. Non, ça ne fait pas changer Viktor Orban, parce que Viktor Orban joue sa peau. Dans 10 jours, dans 15 jours, peau politique. Donc s'il est réélu, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui vont se détendre. On va rediscuter, on va dire oui, pas oui. S'il est réélu, vous dites. S'il est réélu. Pour le moment, ce qui fait... Ça va se détendre du côté européen ou du côté hongrois ? Ça va se détendre des deux côtés parce que lui, réélu, pourra dire « Ah, mais j'ai défendu les intérêts supra-importants de la Hongrie » et bon, on finira par trouver un semi-consensus quelque part. Parce que le fond, c'est que je pense que ce monsieur n'a pas d'opinion précise. Sur le fond, il est européen, mais il a remarqué ou il constate que pour être élu, d'avoir un discours hyper nationaliste, anti-ukrainien et pro-russe, ça fonctionne. Et puis, il y a des gens qui sont pro-russes. C'est-à-dire que l'autoritarisme, le néoconservatisme, le poutinisme a de l'influence sur un certain nombre de pays en Europe, et en particulier en Europe de l'Est, parce que c'est un modèle de gouvernement et un modèle d'identité qui fonctionne assez bien dans une partie de la population qui se sent décentralisé par rapport à tout le mythe européen libéral. Mais Daniel Borio, ça veut dire que finalement, là, ce que dit Viktor Orban, c'est-à-dire que ça peut fonctionner. Il faut juste rappeler, en effet, que Viktor Orban est en retard en ce moment dans les sondages. Donc, ça veut dire que là, ce qu'il fait, là, c'est un appel un peu la dernière chance, quoi. C'est vraiment sa dernière carte en disant, je vais appeler à la mobilisation pour dire qu'on va lutter désormais contre les Ukrainiens et qui nous empêchent d'avoir du pétrole.
Oui, il fait appel avec son ami Poutine parce qu'il avait même mis en place apparemment donc, un attentat contre lui pour faire monter l'opinion publique en faveur d'Orban. Mais il ne faut pas oublier qu'Orban, c'est quand même le théoricien de la démocratie entre guillemets, illibéral. Oui. C'est-à-dire contrôle de la presse, limitation du pouvoir exécutif, contrôle des partis politiques, enfin tous les contraires des traités de l'Union européenne et de ce qui fonde l'Union européenne. Mais ce qui est quand même assez triste, on voit l'exemple de la Pologne. Il a fallu quand même un changement de régime en Pologne pour qu'effectivement l'on puisse changer la manière dans laquelle le pays était gouverné. J'espère que le 12 avril, il y aura un changement. Mais s'il n'y a pas de changement, ça montre effectivement pour moi l'impuissance de l'article 7. C'est-à-dire on n'a pas prévu, si le pays ne s'est auto-exclu lui-même, il n'y a pas une sanction qui permet l'expulsion d'un pays de l'Union. Et la voie diplomatique est très limitée parce que vous voyez, ça fait 15 ans qu'on essaye d'amadouer Orban, finalement c'est lui qui a toujours le dernier mot. Mariana Perebenesiuk, est-ce qu'au fond, on n'a pas intérêt à rester les Européens en bon contact avec Viktor Orban pour avoir une sorte de courroie de transmission avec Moscou, quelqu'un qui nous permet de dialoguer à distance? Non, mais pour l'instant, ce qu'il fait, il démontre quelque part, ou ce qu'il essaie de démontrer, c'est que l'Union européenne, dont l'idée même est une sorte d'entente d'unité, c'est qu'il n'y a pas d'unité. En cela, il nuit déjà symboliquement et dans le récit, si vous voulez, collectif, beaucoup plus que de manière pratique et pragmatique. Parce que là, je suis d'accord, si on était hors période électorale, on trouverait une solution pragmatique. Mais qui il en nuit Europe déjà peut parler à Poutine Non. Qui d'autre peut parler à Poutine en Europe? Mais parler de quoi? Parler de la sortie de guerre. Oui, mais la Russie ne veut pas parler. La Russie, c'est comme Donald Trump qui veut une capitulation. Comment voulez-vous parler avec quelqu'un qui réclame, qui exige une capitulation? Macron a essayé de parler beaucoup. Voilà, exactement. Ce n'est pas faute d'avoir parlé. Et la deuxième chose, il n'est pas vraiment un intermédiaire. Il est devenu le client de la Russie de Poutine. C'est autre chose. Ce n'est pas un diplomate intermédiaire. Donc là, l'utilité, elle est réellement limitée de ce côté-là. Un dessin de Patrick Chapat. Alors la Russie a quasiment placé des micros dans les réunions des chefs d'État européens. Orban, c'est la voix de Moscou, c'est même carrément Radio Moscou. Merci Patrick, c'est à vous maintenant Jean-Mathieu. Cette semaine, vous avez encore regardé la télé des autres, vous êtes incorrigibles. Cette semaine, vous avez regardé la télé américaine qui se passionne pour un duel spatial entre la Chine et les États-Unis. Et oui, j'ai beaucoup regardé la télévision américaine où on a énormément parlé de notre satellite naturel et même d'immobilier lunaire. Alors c'est une affaire, je vous le dis, prête à saisir. Hein, voilà. Si ça vous intéresse, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça vous coûtera, ça vous coûtera 20 milliards. J'ai déjà une petite pierre lunaire là. NASA just announced an ambitious $20 billion plan to build a base on the moon. It's among several new initiatives the agency unveiled yesterday. NASA says it wants to better achieve President Trump's national space policy and advance American leadership in space. Voilà, c'était mardi dernier. Le directeur de la NASA a donc fait cette annonce. Il a frappé fort en annonçant un projet situé entre la science-fiction et le bien atypique, on va dire ça comme ça. Le terme base lunaire, vous savez, qui alimente les fantasmes de science-fiction, mais le chantier, ça y est lancé. On connaît la localisation, ça sera sur le pôle sud de la Lune, là où il y a de la glace, on pourra voir de l'eau. Selon le calendrier annoncé, la construction de la base lunaire américaine commencera en 2029. La station pourra être occupée de manière semi-permanente à partir de 2032. L'idée est de réaliser un alunissage tout de même par an robotisé avant d'y envoyer des femmes et des hommes pour l'habiter, cette fameuse base. L'objectif est donc scientifique, notamment pour aller sur Mars, mais également politique. Regardez ce message laissé sur X par la Maison-Blanche au moment de l'annonce. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre la Lune, mais d'y rester. L'Amérique n'abandonnera jamais la Lune. Voilà, c'est quand même assez beau de dire ça, car dans la course à l'espace, les États-Unis ont un adversaire très pressé. Vous allez le voir, un tantinet d'avance, comme l'explique le spécialiste de l'industrie spatiale Bill Harwood, c'était sur CBS News. You know, there's only a couple of countries in the world that can mount space missions. That is clearly a superpower feat. And China says they're going to get there in 2030, and NASA's clearly trying to beat them to the surface. So it's more like a modern space race, to show the world which system is better.
Voilà, donc le bras de fer sur Terre entre Pékin et Washington se prolonge dans l'espace. L'Agence spatiale américaine a décidé d'accélérer car le calendrier fixé par la Chine est particulièrement serré. Son objectif est d'envoyer un équipage sur la Lune en 2030 et de bâtir une base lunaire en 2028. Si les deux pays jurent que leurs intentions spatiales, d'un quel objectif? Celui bien sûr de faire avancer l'humanité, la paix, le bonheur et la prospérité. Il paraîtrait que ça serait un peu autre chose, voilà, selon certains spécialistes, parce qu'en effet, accéder à la Lune, c'est affirmer sa puissance sur Terre, c'est aussi aller chercher des terres rares qui se trouvent dans le sous-sol de la Lune, et enfin, c'est prendre une longueur d'avance côté militaire, car si dans l'espace, personne ne vous entendra crier, personne ne vous entendra tirer non plus. La Chine, comme les États-Unis, ont des ambitions d'armement pour la Lune, point d'observation idéal pour voir et contrôler ce qui décolle depuis la Terre. Mais qui arrivera sur place en premier? Ça y est, la course est donc lancée, et vous allez le voir que Pékin est très confiant pour tenir son programme dans les temps, d'après le porte-parole donc, du programme spatial habité chinois Zhang Jingbo. 目前，载人登月各项研制建设工作总体进展顺利，后续还将组织完成。我们锚定2030年前实现中国人登陆月球的目标不动摇。 Voilà, donc si la Lune vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester. Par contre, je vous signale que les réunions de copropriété risquent d'être un peu houleuses, en tout cas. Mais on le voit tout de même, Ziad Iman, dans les années 60-70, c'était États-Unis contre l'URSS. Cette course à l'espace, là, désormais, ça y est, véritablement, c'est Washington contre Pékin. Ouais, puis nous, on achète les apparts après, les Européens. On est complètement hors course. Moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que quand on voit la science-fiction, les films et tout, dans la fiction, il y a une espèce de rêve de l'humanité qui se transporte et qui va aller conquérir le monde, et puis après, il y aura d'autres problèmes. Là, on est dans l'humanité la plus crasse, c'est-à-dire celle de la compétition, du pouvoir contre pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir tirer à partir de la Lune? Est-ce qu'on va pouvoir observer les autres? Je trouve ça absolument consternant, en dehors du fait qu'on a suffisamment de problèmes ici-bas, mais il y aurait une dimension un petit peu onirique quand même dans la conquête de l'espace, de la Lune. Si on y allait tous ensemble. Oh, c'est beau. Oui, tous ensemble. Oui, c'est ça, le rêve onirique. Le rêve onirique, c'est compliqué. C'est l'espace ensemble. Mais non, mais dans les films, les états-majors sont ensemble, ils ont un ennemi commun, et là, on est vraiment dans le qui sait qui va y arriver le premier. Et prudence avec Alien aussi. Donc. Alors moi, ce que je trouvais jusqu'à présent très très reposant, c'est que le ciel, la Lune, c'était à personne. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait personne. Et alors là, ça devient carrément super déprimant parce qu'on n'y sont pas encore. Mais en regardant le ciel, on imagine déjà Trump sur la Lune, une promotion de Witkoff là sur le pôle Sud, et Elon Musk qui a déjà pris Mars. Il y a déjà un endroit plus cher que Paris. On n'y est pas encore. Un dessin de Patrick Chapat. Les Américains reviennent sur la Lune. Magnifique, mais imaginez leur stupeur s'ils se rendent compte qu'ils ont été précédés. En effet. Merci Patrick. Alors après, on a marché sur la Lune avec Jean-Mathieu Pernin, notre Tintin et nous en quelque sorte. C'est vrai. Eh ben, on va embarquer, toujours avec Tintin bien sûr, à bord du vol 714 pour Sydney, parce que notre invité du samedi publie une géopolitique de l'Océanie. Bonsoir Sarah Mohamed Gaillard, vous nous faites découvrir dans cet ouvrage paru aux éditions Le Cavalier Bleu, géopolitique de l'Océanie, décentrer le regard sur les États insulaires du Pacifique. Un continent improbable, en tout cas à nos yeux d'Européens, composé alors d'une très 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 grande île, l'Australie, 14 fois la France à peu près, et puis de milliers d'autres disséminés sur 15 000 kilomètres d'est en ouest. Et vous citez d'ailleurs dans cet ouvrage l'écrivain Le Clésio, prix Nobel de littérature, qui parle de l'Océanie comme d'un continent invisible, dit-il. Alors pourquoi justement un continent invisible ? Invisible pour de très nombreuses raisons. D'abord parce que c'est très loin de l'Europe. Donc l'éloignement géographique fait que pendant longtemps, on a perçu l'Océanie comme les antipodes, c'est-à-dire l'inverse de nous. Au-delà de ça, les géographies européennes, elles ont historiquement privilégié les continents. Elles regardent d'abord les continents et elles laissent les océans au second plan. Donc on ne voit pas ce continent océan qui devient invisible. Et puis s'ajoute à cela un regard qui va privilégier, ou en tout cas qui va souligner que ce sont des îles petites, éloignées, dispersées. Combien d'îles à peu près Il y a des milliers d'îles qui forment à peu près 22 États, enfin pas à peu près, qui forment 22 États et territoires insulaires. Mais ces États sont composés de centaines d'îles et d'archipels, de myriades d'archipels. Parfois vous trouvez qu'en France, les Français oublient qu'ils ont des compatriotes là-bas, notamment par la Nouvelle-Calédonie, par la Polynésie française, ce qui nous permet d'avoir vraiment un territoire marin gigantesque en fait?
Alors oui, je pense que la France, elle oublie très souvent ses outre-mer en général et puis ceux du Pacifique en particulier parce qu'ils sont... C'est pas si loin que ça pour la France, en fait, comme dit Jean-Mathieu. C'est la France aussi. Oui, c'est la France, mais c'est quand même à plus de 20 000 km de la France. Vous mettez plus de 20 heures de vol pour y accéder. Il y a un décalage horaire qui fait que quand c'est le jour ici, c'est la nuit là-bas. Enfin, c'est très compliqué de se projeter dans un quotidien où, en tout cas, ces îles d'Océanie font partie de notre actualité. Et c'est pourtant bien dommage parce qu'il s'y passe plein de choses passionnantes. Vous dites qu'on ne les voit pas et qu'on les oublie, mais on a quand même plein de clichés, plein d'images d'Épinal. C'est lesquels les plus répandus ? Il y a de nombreux clichés répandus, mais là, je vois cette image et celui qui me vient en tête, c'est l'idée de la douceur de vivre. C'est-à-dire de la verdure. La plage, le lagon, où vous êtes bien, il fait chaud. Voilà, les insulaires sont accueillants et sympathiques. Et donc, on a cette idée. Les femmes polynésiennes, je pense, souffrent encore de cette image de la vaïnée qui les réduit à une figure sexualisée. Mais globalement, voilà, cette idée de l'île paradis qui cache derrière un quotidien qui est loin d'être paradisiaque, qui est marqué par des inégalités extrêmement fortes entre les États, à l'intérieur des sociétés insulaires, qui marque aussi, on le voit ici, finalement, parfois une pression de densité qui est pas négligeable et qui se concentre sur certaines îles, sur l'île capitale, et ça va poser des problèmes d'aménagement, d'habitat qui sont insalubres, de gestion des déchets, de pollution des lagons, etc. Sarah Mohamed Gaillard, l'Union européenne vient de signer récemment un accord avec l'Australie, un nouvel accord de libre-échange commercial. Qu'est-ce que cet accord peut apporter aux Européens, d'une part, et puis aussi peut-être aux Australiens, justement? Quel est le sens de cet accord? Quelles seront les conséquences? Alors, c'est un accord de partenariat qui vise à accroître les liens commerciaux entre l'Australie et l'Union européenne. L'Union européenne, ça doit être le 3e partenaire commercial de l'Australie, mais l'Australie est loin derrière. C'est le 20e partenaire commercial de l'Europe. Et pourtant, c'est une économie qui est assez dynamique. Donc, l'Europe essaye, je pense, souhaite, espère en tout cas que ça va dynamiser sa propre économie. Et puis, l'Australie, c'est un pays minier, c'est un géant minier. Donc ça peut permettre à l'Europe d'accéder à des minerais en situation critique, par exemple le lithium pour toutes nos batteries de voitures et autres. Et c'est aussi, ça plus inquiétant pour les Européens et notamment les agriculteurs, c'est un pays agricole. Et donc ça pose aussi la question de la protection de l'agriculture européenne. Alors la fois aussi où l'Océanie finalement est venue en première ligne dans l'actualité, c'était il y a quelques années, c'était lorsqu'il y avait des essais nucléaires. Notamment, bien sûr, il y avait la France, mais il n'y a pas que la France, il y a aussi les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne. Il y a encore une trace de ça là-bas. Oui, bien sûr, le nucléaire, c'est une histoire qui semble révolue depuis l'Europe, mais c'est une histoire d'une très grande actualité partout en Océanie. On parlait tout à l'heure de continent invisible, mais c'est parce que l'Océanie semblait invisible dans le jeu des relations internationales. Pendant la guerre froide, on la pensait à l'écart, un lac américain à l'écart des tensions Est-Ouest, et pourtant, c'est dans cet espace que États-Unis, France et Royaume-Uni ont testé leur armement atomique et donc ont fondé leur stratégie de puissance. Et donc, il y a partout en Océanie, en tout cas en Polynésie française, bien évidemment, mais aussi en Micronésie, sur le continent australien également, il y a eu des essais dans le désert du Victoria, des traces de ces essais nucléaires, des populations qui ont été concernées, qui ont été déplacées, qui ont pu être soumises à des radiations. Et dans ces territoires se pose la question de la permanence de ces retombées écologiques et sanitaires, et une grande inquiétude aussi. Marion Lourd. Vous le disiez tout à l'heure, on parle de milliers d'îles, on parle de milliers d'îles étendues sur 15 000 kilomètres. À quel moment ça peut permettre de former une réelle identité commune ? Alors, les Océaniens arrivent à... Il y a un régionalisme océanien qui est assez dynamique et qui se fonde en fait sur leurs traits communs. L'Océanie, c'est un paradis pour les linguistes, pour les anthropologues. Il y a des sociétés extrêmement diverses. Mais derrière cette diversité, il y a un fond commun qui est notamment dans le rapport à l'océan, qui est une sorte de matrice dans laquelle baignent les îles, une sorte de liquide amniotique qui unit les îles par-delà leurs différences, et puis qui ont des traits communs comme le dialogue, le consensus, qui forment des éléments forts de cette identité océanienne. Une toute dernière petite question, c'est aussi une zone, d'un point de vue stratégique, extrêmement convoitée par les grandes puissances, notamment la Chine?
La Chine... L'Océanie, la Chine s'intéresse à... Alors la Chine ne s'intéresse pas. La Chine est devenue un acteur central de l'Océanie depuis 20 ans maintenant. Et la rivalité, la concurrence entre la Chine et les États-Unis s'inscrit de plus en plus dans ce théâtre régional. Et les États insulaires indépendants essayent de tirer leur épingle du jeu, en tout cas ne pas avoir à choisir, ne pas être pris en étau entre ces deux concurrents. En jouant peut-être de l'un contre l'autre. En jouant de l'un et de l'autre, pas forcément, ils ne veulent pas jouer de l'un contre l'autre, parce que désigner un ami, c'est désigner dans ce cas-là un ennemi, mais c'est essayer de tirer leur épingle du jeu, de pousser leurs propres intérêts nationaux et régionaux en naviguant entre les deux. Merci Sarah Mohamed Gaillard d'être venue explorer avec nous cette géopolitique de l'Océanie sur le plateau du Club international de 28 samedi. Un dessin de Patrick Chapat. Oui, parce que c'est intéressant d'entendre parler de cette région au-delà des clichés. On ne va pas se mentir, Renaud, quand on vous dit région Pacifique, vous voyez quoi dans votre tête? Non mais sincèrement, hein, vous voyez ça, mais voilà, au-delà des clichés, la réalité géopolitique Et voilà. est moins, comment dire, riante. Merci. Merci Patrick. Retrouvons maintenant l'inimitable Benoît Forgeard, notre ami joueur, se soucie de nos loisirs. Ce soir dans Dérive des continents, il ose poser la question qui dérange. Faut-il vraiment faire des mots croisés? Bonsoir Renaud. Certains passe-temps supposés bénéfiques pour le cerveau le sont-ils vraiment? Je suis bien conscient que cette info n'a rien d'indispensable, mais voilà, je fais des mots croisés. De niveau moyen, pas trop dur, mon but n'est pas de m'écorcher l'amour-propre sur des définitions imbitables, mais de jouir du bonheur simple de retrouver un chemin effacé, sans assistance et sans dictionnaire. La grille de mots croisés, c'est le mur d'escalade des gens qui restent chez eux. Mais attention, la pratique n'est pas sans danger. À vrai dire, les mots croisés me posent le même problème qu'Internet et la masturbation. Dois-je cultiver cette activité ludique et bonne pour l'esprit, ou ferais-je mieux d'abandonner une occupation qui m'isole de mes semblables? Certes, c'est un loisir raisonnable, au bilan carbone plus que correct, mais ces moments passés à relever mon petit défi, à me prélasser dans une transe sans risque, ne sont-ils pas autant de temps perdu qui me privent d'une aventure, d'une rencontre? Pour le dire autrement, est-ce que je ne suis pas en train de foutre ma vie en l'air? Bien sûr, pour rompre l'isolement, il me suffirait d'intégrer un club. Mais faites l'essai, vous verrez, remplir une grille à deux est un supplice, car pour une raison mystérieuse, c'est toujours l'autre qu'on croyait pourtant plus con qui trouve le mot. Les mots croisés poussent à la solitude, laquelle pousse aux mots croisés. Ceux qui remplissent les cases sont des cruciverbistes, ceux qui installent leur filet dans les journaux en espérant qu'on tombe dedans, des verbicrucistes. C'est une profession noble qui a ses légendes, les Favaléli, les Scipion, les Duclos. Hélas, la filière n'attire plus, le métier rémunère mal et l'intelligence artificielle rôde. On raconte que les verbicrucistes poursuivent tous le même Graal, la grille parfaite, sans le moindre carré noir. Mais puisque personne jamais n'y est arrivé, ils rendent à leurs commanditaires des travaux de plus en plus sombres, et le jour où la grille est totalement noire, ils meurent. Quant à moi, je vis, je vous dis à bientôt. En 5 lettres, leurs souffles font froid dans le dos. Eh ben voilà, merci Forgeard. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Bienvenue à vous. Comme chaque samedi avec vous, on va méditer un petit peu. Ce soir, on va méditer sur cette question. Mais pourquoi les bourgeois s'encanaillent à jouer au prolo? C'est une tendance qu'on observe chez les jeunes urbains diplômés, les CSP+, ou encore les bobos. La fascination pour les codes du monde ouvrier, qui est documentée d'ailleurs dans cet essai No Fake de Jean-Laurent Casselli. C'est par exemple le PMU dans son jus, le boui-boui de quartier, ou encore cette cantoche qui devient subitement branchée sans jamais avoir été pensée pour Instagram. On voit aussi le retour de la rusticité culinaire, qu'elle vend en poupe. Le pâté en croûte, ou plus exactement le pâté croûte, ou la Suze qui reviennent sur les cartes. Côté vestiaire, les crocs du personnel soignant sont devenus des objets de luxe et à talons. Alors on le sait, la mode est toujours une affaire de cycle, le ringard d'hier et le branché d'aujourd'hui. Alors pourquoi cet engouement des classes supérieures pour des codes qui ne sont pas les leurs? C'est le moment où, Renaud, je vous sors la distinction BAM de Pierre Bourdieu, 1979. Le sociologue... Samedi soir. Oui. Le sociologue montre que les pratiques culturelles sont avant tout des stratégies de positionnement social. C'est-à-dire que boire un picron bière dans son rad avec ses tables en formica, c'est s'imaginer rejeter les codes bourgeois qui sont perçus comme superficiels ou vulgaires et s'imaginer créer une nouvelle identité plus désirable. Derrière tout ça, il y a aussi le grand mantra de notre époque, l'authenticité. Face à la standardisation des villes, elle promet ce sentiment grisant d'échapper à la mondialisation, avec en prime la nostalgie, un passé perçu comme plus vrai, plus simple. D'ailleurs, l'ethnologue David Berliner appelle ça l'exonostalgie, où le
regret d'une époque que l'on n'a jamais connue soi-même. Une illusion et un argument marketing. Bah oui, par exemple, le bleu de travail. Alors, c'est l'uniforme des artisans, des ouvriers ou des marins au début du XXe siècle. Il est récupéré par les manifestants de mai 68 comme symbole de convergence des luttes. Et aujourd'hui, sur Vinted, il s'arrache à 250 €. Ah bon. Voilà. De la lutte des classes à la lutte de la classe, il n'y a qu'un pas. On a aussi ces grandes marques de prêt-à-porter qu'on ne citera pas, qui récupèrent les codes du prolétariat pour vendre cette veste germinale, oui, au prix d'un SMIC. Bon, ok, je rajoute, mais il y a aussi des grandes marques de luxe qui ont sorti récemment un sac à carreaux Tati Barbès au prix d'un loyer. Et là, Sac en plastique. sac en plastique, voilà, et le prix presque d'un loyer. Pas cher pour un sac en plastique. Pas cher. Bah, la sociologue Karen Betez-Elnon appelle ça le pour-chic ou l'esthétisation de la précarité par ceux qui n'en subissent pas les conséquences, une forme de gentrification symbolique. On consomme l'identité des classes populaires, mais sans toucher aux inégalités qui les produisent. Et puis surtout, on entretient le mythe d'une classe ouvrière qui aurait disparu, alors qu'elle représente pourtant encore 20% de la population active. C'est bien plus que les cadres. Ben merci Natacha, comme dit Jean-Mathieu, quelle époque. C'est ma phrase. Un dessin de Patrick Chapat. Bon, alors quand le jeune bobo se pointe avec son bleu de travail à 200 €, hein, il se fait repérer quand même assez vite, là, en demandant son picombière. Vous avez du gel hydroalcoolique et le code Wi-Fi, s'il vous plaît. Merci Patrick Chapat, merci à tous les amis. Lundi à 20h05, vous retrouvez évidemment l'indispensable Elisabeth Quint. On va se quitter avec un clin d'œil en musique avec votre chronique. À l'instant, Natacha, on va aller nous aussi guincher avec les prolos à Joinville-le-Pont, Pompon, Bourville. Tchuss. Joinville-le-Pont, Pompon,